au premier étage de la conférence sur Allan Kardec, prédicateur du spiritisme, sa vie et son œuvre posthume. Dans la salle numéro 1, vous avez une vidéo débat sur les c'est mon premier forum, j'ai pas mal entendu en tant que jeune spirit. Les autres forums, c'est vraiment une histoire importante et j'ai l'impression dans ce premier forum d'entrer dans l'histoire en fait du cercle. Donc ce qui est bien, c'est que vraiment c'est un cadre déjà magnifique. Il y a du monde, il y a des moments d'échange, il y a vraiment un programme qui est vraiment varié et ça c'est génial, on peut parler plus avec les gens. Il y a des grandes conférences, etc. C'est vrai que j'avais l'habitude du format des conférences, c'est bien, mais c'est assez limité dans le temps. Là, ce qui est bien, c'est vraiment qu'on peut échanger avec les gens, parler du spiritisme, développer son idée, rencontrer, attirer du monde. Simplement d'aller à la rencontre des gens, de pouvoir discuter avec eux, voilà quoi, s'épanouir. Et c'est vraiment génial de pouvoir partager parce que c'est vrai que là, on est vraiment, je trouve, dans le cœur du spiritisme, c'est le partage. Et ça, c'est vraiment, si j'avais un mot à donner pour résumer ça, ça serait le partage de la philosophie spirit. Moi, personnellement, ce que j'ai le plus apprécié, c'est le débat. D'accord, le débat de la conférence. De la conférence, justement, parce qu'on voit vraiment la façon de répondre des intervenants. Parce que fort de leur expérience, ils ont une façon de répondre qui est très pédagogique, qui est accessible. Et forcément, ça me donne des clés pour moi, justement, mieux diffuser. Après, vraiment égoïstement, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'art médiumnique. D'accord. Mais j'ai pas encore eu le temps de bien voir, mais vraiment, c'est ça qui m'attirerait le plus, je pense. Donc l'art médiumnique, c'est ce qui t'a le plus, voilà, toi personnellement, c'est ce qui t'a le plus touché. Alors tu as préféré plutôt les expositions de peinture, de sculpture ou de poèmes? Ou le récital, puisqu'il y a eu aussi un récital de poèmes. C'est dur de choisir. J'ai beaucoup... c'est dur de choisir, on peut pas choisir la confiture et plutôt les tableaux quand même. Les tableaux. Mais j'ai pas encore, parce que j'ai pas encore eu le temps vraiment de lire les poèmes. Après, l'intervention d'Igor m'a beaucoup touché. Igor, c'était au chant, il a chanté. Oui, il a chanté des poèmes, le petit homme vert, les repos, tout ça. Forcément, vu qu'il y a un support musical, ça m'a beaucoup touché, mais justement, ce que j'aime beaucoup aussi avec la peinture, c'est qu'on a le temps de se poser, on a le temps de réfléchir, de voir un peu ce qu'a voulu dire l'esprit. Il y a une autre dimension. Parce qu'on a vraiment le temps, alors qu'une œuvre musicale, ça dure 3 minutes et après c'est fini. Que là, on a... Voilà, plutôt la peinture. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est quand j'ai vu qu'il y avait des vidéos conférences dans 2 salles différentes au même moment, avant la grande conférence principale sur les 2 jours. Je pensais que ça allait être un peu plus un peu plus brouillon. Et au final, je me suis aperçu qu'en participant aux deux vidéoconférences, les gens étaient plus à l'aise, que ça posait plus facilement des questions et que c'était dans un petit groupe restreint. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Allan Kardec fit une maxime de ce principe fondamental inscrit sur sa sépulture. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. La réincarnation définie par les esprits ne comporte pas de notion de karma où il faudrait payer ses fautes puis les racheter.
Elle ne comporte pas plus l'idée de métempsychose où un homme pourrait devenir brin d'herbe ou lion. Donc il vaut mieux voir la réincarnation donc, de façon évolutive, c'est comme cela que les esprits nous l'expliquent. Et comme Richard l'a dit, donc, il n'y a pas un autre niveau d'évolution sur la planète Terre, ce que les scientifiques nomment, dont Darwin, l'interpénétration des règnes. Ça veut dire qu'il y a des règnes qui sont en parallèle, le règne alors, végétal, animal en se met dedans, il y a aussi donc, le minéral. Et donc, ce qui veut dire que sur la planète Terre, les humains ont leur cycle d'évolution. Nous sommes issus des hommes préhistoriques en quelque sorte. Nous avons été certainement un homme préhistorique, on a évolué ensuite. Dès l'instant où on parle de la pluralité des vies, on parle automatiquement de la pluralité des mondes. Et là on revient aux travaux de Camille Flammarion, qui était donc l'ému et le disciple d'Alan Kardec. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre le principe de réincarnation si on voit cela qu'au niveau de la planète Terre. De chanter 8 poèmes reçus, des poèmes qui ont été reçus par des médiums artistes spirites. Et donc c'était un petit moment d'échange et puis un moment pour moi de partager l'essentiel dans la poésie mais également dans le chant et puis de transmettre le sentiment et l'émotion qui sont traduites dans les poèmes. Et puis donc ça c'était juste avant la conférence et donc ça a préparé un peu l'auditoire à être attentif aussi à ce qui allait suivre donc, dans la conférence. Il y a dans cette poésie particulière l'expression d'une continuité, mais aussi de transcendance, car deux mondes s'additionnent, le monde physique et le monde spirituel. Ces mondes se côtoient sans cesse. À nous, humains, de prendre cette main invisible, tendue dans ce qu'il y a de plus authentique, avec le cœur, dans l'émotion de l'instant, celle qui nous fait comprendre que nous sommes éternels. Nous sommes les ampoules d'un courant similaire qui s'allume et qui roule et clignote, j'espère. Nous sommes les ampoules d'un courant similaire qui s'allume et qui roule et clignote, j'espère. Notre feu s'écoule, suivant notre nature, de grands filaments. Nous sommes les enfants.
Ce que j'ai le plus apprécié, c'est le contact avec les personnes qui venaient en fait. De voir des gens qui sont venus autant par le biais d'Internet, qui viennent en curiosité, mais en même temps déjà avec des connaissances acquises soit par notre journal, soit par leur propre démarche au sein par des livres. Et ça, il y a une évolution par rapport à d'autres forums dans le passé que j'ai connues, où des gens venaient vraiment sans du tout rien savoir, et puis s'attendaient peut-être à avoir des séances, à avoir du spectacle, ce que ça n'a pas été le cas. Voilà. Alors, ce que j'ai le plus apprécié, c'est la conférence sur Alan Kardec. Oui. Ça a permis de rendre le personnage accessible, de voir ce qu'il a vécu à son époque, la façon dont il travaillait. On avait l'impression de rentrer dans son intimité, chez lui, dans le contexte historique aussi. C'est ce que j'ai appris énormément de choses, c'est ce qui m'a le plus interpellé, plus plu en tout cas. D'accord. Nous allons vous présenter en cet après-midi la vie de M. Alan Kardec, fondateur du spiritisme et à l'origine de la création de notre cercle, puisqu'il se manifesta auprès de Michel Pantin et Jacques Pécat pour la première fois en 1974. Nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2019. Il y a 150 ans, le 31 mars 1869, mourait Alan Kardec. Cette date anniversaire ne pouvait pas mieux tomber, car c'est de cet homme hors du commun dont nous allons vous parler aujourd'hui. Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. La grande majorité ne cherche pas plus loin l'origine de cette maxime, qui est le résumé d'une étude, d'une analyse, du travail d'un homme qui s'est mis au service de la mort afin de faire avancer l'humanité dans ses réflexions métaphysiques. Alors oui, il est nécessaire et indispensable de parler d'Alan Kardec, car le spiritisme ne serait pas ce qu'il est sans l'engagement total, la rigueur, l'abnégation et l'exigence de cet homme auquel notre association se réfère et dont elle porte le nom. Je ne fis jamais de théorie préconçue. J'observais attentivement, je comparais, je déduisais les conséquences. Des effets, je cherchais à remonter aux causes par la déduction et l'enchaînement logique des faits, n'admettant une explication comme valable que lorsqu'elle pouvait résoudre toutes les difficultés de la question. C'est ainsi que j'ai toujours procédé dans mes travaux antérieurs depuis l'âge de 25 ans. Je compris tout d'abord la gravité de l'exploration que j'allais entreprendre. J'entrevis dans ces phénomènes la clé du problème si obscur et si controversé du passé et de l'avenir de l'humanité, la solution de ce que j'avais cherché toute ma vie. C'était en un mot toute une révolution dans les idées et dans les croyances. Il fallait donc agir avec circonspection et non légèrement, être positiviste et non idéaliste, pour ne pas se laisser aller aux illusions. Un des premiers résultats de mes observations fut que les esprits, n'étant autres que les âmes des hommes, n'avaient ni la souveraine sagesse, ni la souveraine science, que leur savoir était borné au degré de leur avancement et que leur opinion n'avait que la valeur d'une opinion personnelle. Cette vérité, reconnue dès le principe, me préserva du grave écueil de croire à leur infaillibilité et m'empêcha de formuler des théories prématurées sur le dire d'un seul ou de quelques-uns. Alan Kardec était un visionnaire. Il voyait loin, très loin, pour l'avenir du spiritisme. Un spiritisme qui serait compris et appliqué par l'ensemble de la planète. Il désirait fonder quelque chose de durable et de positif pour l'avenir de la philosophie. Il savait que le but de l'application de la philosophie spirite était le progrès moral de l'humanité, car croire en la vie au-delà de la mort élargit la vision de la vie. Le regard sur l'autre devient différent, ainsi que celui sur sa propre existence. Le progrès personnel a un but, à savoir un changement sur les rapports entre les hommes, ce qui entraîne naturellement la solidarité et la fraternité pour l'intérêt de tous. Michel Pantin et Jacques Pécat en 1974, ils avaient alors une vingtaine d'années, ont commencé comme d'autres à rentrer en communication avec l'au-delà. Et très rapidement s'est manifesté à eux
une entité qu'ils ne connaissaient pas, se présentant sous le nom d'Alan Kardec et leur demandant de se rendre au cimetière du Père-Lachaise. C'était le début de cette grande aventure que nous continuons de vivre aujourd'hui. Si cette aventure fut possible, c'est grâce à la grande médiumnité de Michel, qui rapidement a permis la manifestation de nombre d'esprits, dont Alan Kardec, qui très tôt a su insuffler le chemin à suivre. En 1982, Karine Châtaignier rejoint l'association et rapidement, sa médiumnité est mise en évidence. À eux deux, ils vont transmettre la voie de l'au-delà dans sa diversité médiumnique, et cela dans tous les domaines d'enseignement. Comme il l'a affirmé en son temps, la doctrine spirite n'a pas sa source parmi les hommes. Ce n'est ni une conception personnelle, ni le résultat du travail d'un homme. Elle est l'œuvre des âmes que l'on ne peut ni brûler, ni mettre en prison. Et puis ensuite nous commençons le débat. Ce sera à vous de poser vos questions. Parce que vous avez parlé, est-ce qu'on devient mauvais, etc. Pour cela, on va remonter, je dirais, à l'origine de notre création. Nous sommes des esprits. Nous avons été créés par cette force amoureuse et créatrice que les esprits nomment Dieu, et cela sans aucune connotation religieuse. Il faut bien lui donner un nom. C'est une force, une énergie qui est de toute éternité et qui crée la vie, qui crée la matière, qui crée l'univers, les galaxies, les planètes. Et qui crée la vie telle que nous la connaissons en tant qu'esprit, qui crée le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Nous sommes créés en tant qu'esprit à un moment donné. Nous sommes créés par Dieu, nous sommes pulsés par cette force. Nous sommes créés simples et ignorants. Cela veut dire que notre conscience n'existe pas. Nous sommes à l'état brut. Nous ne pensons pas. Et nous sommes projetés très rapidement vers des planètes inférieures à la planète Terre où les premières incarnations, les premières vies vont se faire. Et dans ces planètes, sur ces planètes, qui sont encore beaucoup plus lourdes de matière et vibratoirement parlant que notre bonne vieille Terre, nous allons apprendre à développer un début de conscience. Notre conscience va lentement naître, elle va lentement grandir. Et ensuite, au bout de quelques vies, nous arrivons sur des planètes telles la planète Terre. Donc la planète Terre reste une planète inférieure. Et sur cette planète, qui a des planètes sœurs à l'infini au niveau de son évolution, là, notre conscience est, nous allons commencer à apprendre à aimer. Et donc, de mauvais esprits, nous allons nous débarrasser du mal que nous avons en nous, lentement mais sûrement, au travers de différentes vies, pour apprendre à aimer, pour apprendre à regarder l'autre et à le voir en tant que frère et non plus en tant qu'ennemi. Pour apprendre tout simplement à donner de l'amour, en recevoir mais surtout en donner, à reconnaître notre paternité divine, et au bout d'un certain nombre d'incarnations qui ne seront plus sur Terre, mais sur des planètes beaucoup plus éthérées, beaucoup plus évoluées, nous saurons à un moment donné rejoindre Dieu. Bien entendu que les esprits se manifestent, et notamment au niveau politique, parce qu'ils voient notre planète, comme vous l'avez dit madame, ils voient la remontée d'une bête hideuse qui a tué des millions de gens il n'y a pas si longtemps. Hein. Et donc effectivement, ils viennent de nous parler de cette actualité, ils sont remplis d'espoir sur les hommes et les femmes qui, sur cette planète, se battent pour une égalité, pour une liberté, une fraternité, mais il faut rester très vigilant. Plus nous serons nombreux à penser la paix, plus cette peste brune disparaîtra. Elle fait partie du niveau d'évolution de notre planète. Il ne faut pas refaire ce qui a été fait il y a 80 ans. Bien entendu qu'il ne faut pas le refaire. Plus on en parlera autour de nous, plus certaines personnes seront plus à même de changer leur point de vue, d'avoir un regard différent sur l'autre et d'avoir une politique non pas de domination, mais d'acceptation et de fraternité. Bien sûr qu'il nous parle de ça. Et puis, moi je dirais que globalement, il faut aussi compter sur l'éveil des consciences de plus en plus sur la planète,
à tel endroit pour tel combat, etc. Et on voit quand même un peu partout émerger des hommes, des femmes, des jeunes, de belles choses, de gens qui se rassemblent, qui sont en solidarité pour une cause, quelle qu'elle soit. Donc c'est aussi compter sur tout ça, donc tous ces hommes et femmes qui se réveillent, et on voit qu'il y a des changements qui commencent à naître un peu partout. Tu te dis que les plantes ont évolué, les animaux ont évolué, nous on a évolué, mais on évolue aussi personnellement. Sinon il n'y aurait pas de cohérence. Enfin voilà, ça après c'était mes convictions. Et après moi une fois découvert le spiritisme, ça a affiné énormément les choses dont j'étais un peu convaincu dans le fond. Donc ça me les a, comment dire, ça a mis des mots écrits. Sur ce que tu pensais. Ça me les a écrits. On a déjà suivi des conférences à Belfort, où c'est un peu dans le même esprit que ça. Et à chaque fois c'est quand même des bons moments. Parce que se retrouver avec des gens qui sont un peu sur le même questionnement, qui sont sur la même lignée, c'est toujours intéressant. Pour un fou, voilà. Et ce qui n'empêche pas d'être, on n'est pas pour autant des pires éliminés. Oui. C'est pas parce qu'on croit en l'évolution et en une logique naturelle qui se révèle. Qu'on doit devenir tout de suite. Que ouais, on est, je sais pas quoi. Tu as assisté au forum toute la journée. Est-ce que tu seras présent également demain? Oui, c'est toujours intéressant, c'est bien. Et est-ce que tu as eu l'occasion? C'est pas une secte, hein, c'est ça qui est bien. On va discuter avec plein de gars, plein de gens. On voit plein de gens qui pensent différemment, qui sont dans notre dynamique, quoi. Mais qui sont peut-être en même temps où on a quelque chose en commun. En tout cas, une recherche commune. Et est-ce que tu as est-ce que tu as eu des spirites qui t'ont interpellé ou qui ont échangé un peu avec toi en dehors de Sébastien qui est ton ami? Oui, Sébastien et puis d'autres qu'on a déjà vus dans les conférences à Belfort. Oui. Pour l'instant, j'ai entrevu Karine Châtaignier et Jacques P4, mais l'échange qu'on a eu, c'est quand même un échange puisque c'est un sourire. Donc un sourire, pour moi, c'est aussi un échange de bienveillance. Voilà, donc c'est toujours bon à prendre. Hein. Moi, je suis adepte, hein, je collectionne les sourires, je collectionne les bisous aussi. J'ai des collections de bisous, si tu m'en fais 3-4, je suis content. Je les mets dans ma collection. Si j'en ai en double, ben, je peux les échanger, tout ça, c'est vachement bien. Ce qui m'interpelle, comme je le disais précédemment, c'est surtout l'intérêt des gens par rapport à la cause spirit. Parce que comme c'est le 24e forum et qu'on a eu l'occasion d'en vivre plusieurs précédemment, j'ai pas senti par le passé un engouement tel que celui qu'on a vu actuellement. Et donc ça me réconforte et ça me rassure par rapport à demain, parce que je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait au niveau des gens. Par rapport justement à la question de la silence de l'âme, par rapport à toutes les questions qui se posent et les réponses qu'on peut leur apporter sur ce sujet. Et je ne peux pas me démarquer de l'intérêt de ces sujets par rapport à l'évolution de la société, des humains sur cette planète. Voilà, je reste toujours un utopique en pensant que effectivement les choses progressent et puis qu'on va voir les choses évoluer dans le bon sens pour le meilleur et le bonheur de l'ensemble, quoi. Donc, voilà.
est-ce que c'est la première fois que tu viens à un forum spirit? Alors c'est la première fois cette année, du coup. Mais j'ai commencé à en entendre parler du coup, grâce à Alexis, du coup, mon copain. Depuis maintenant bientôt 1 an. D'accord. Et donc tu es venu sur les 2 jours ou ce journée? Je suis venue que dimanche, aujourd'hui, parce que hier, moi je suis de Paris à la base. D'accord. Et que j'avais un train et je pouvais pas venir avant 18h. D'accord. J'ai loupé la journée d'hier. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a le plus interpellé sur la journée? C'était dans une enveloppe marron. Interpellé, la vidéo de Karine du coup qui résumait vraiment le tout. Enfin, interpellé, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, très intéressant et qui reprenait vraiment la base du courant en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié en fait sur la journée? Les petites salles le matin de conférences, d'ateliers on va dire, sur différents thèmes, j'ai trouvé ça intéressant. Donc là tu parles des projections qui ont eu lieu? Voilà, c'est ça, les projections sur la réincarnation, des choses déjà un peu plus ciblées et j'ai trouvé ça très intéressant. Les thérapies spirites sont des thérapies définies par des esprits, des hommes, des femmes décédés, désireux de partager leur continuelle recherche, menée dans l'au-delà pour le bien d'autrui. Dès 1977, ces esprits entament un vaste programme d'information et d'expérience sur le plan thérapeutique au sein de notre association. Là où ils sont entendus, là où des médiums d'une rare sensibilité peuvent transmettre leurs enseignements en précision grâce à différentes médiumnités telles que l'incorporation ou l'écriture automatique. Le but de ces enseignements est pour eux de définir une nouvelle approche de la maladie et par conséquent de nouvelles thérapies. Ces thérapies spirites représentent donc un ensemble de pratiques visant à soulager ou guérir. Elles ne viennent pas s'opposer à la médecine conventionnelle, allopathique, mais viennent en complémentarité de celle-ci. Ces enseignements précisent l'origine, le processus, le traitement de maladies, et ils donnent la définition de certaines thérapeutiques, telles que la clairvoyance médicale, l'hypnose, le magnétisme, la phytothérapie, la protogénèse, la psychométrie, la radiesthésie, la télépsychie, le sommeil magnétique, la médiumnité thérapeutique. Cette nouvelle approche repose sur les 3 composantes de l'être humain. La première composante est l'esprit, considéré comme la mémoire vive de notre être tout entier. Il enregistre tout ce que le corps vit dans la matière comme dans l'au-delà. Il est immatériel, invisible et impalpable. C'est lui qui survivra au-delà de la mort. Il a besoin d'un support pour garder en mémoire et imprimer toutes les données vécues par le corps physique. Et ce support est le périsprit. Le périsprit joue ce rôle important d'intermédiaire entre le corps et l'esprit. Le périsprit est une enveloppe semi-matérielle, composée de milliards de particules agissantes et mémorisantes, qui enregistrent toutes les atteintes dont l'individu peut être la victime. Il quitte le corps à la mort et sert de moule pour toute nouvelle incarnation, naissance. Il ne se limite pas au contour du corps apparent, il est aussi le double des organes, de leur structure interne, de leurs cellules. La dernière composante est le corps, l'enveloppe charnelle de l'esprit, soumise aux lois de la matière, c'est-à-dire périssable, et qui est un véritable réceptacle ondulatoire, sensible à l'esprit qui l'habite, comme à ceux et à ceux qui l'environnent. Ces 3 composantes de l'être humain sont essentielles pour comprendre les thérapies définies par les esprits médecins, car ces thérapies reposent sur l'harmonisation du corps, du périsprit et de l'esprit, sachant que si l'esprit va mal, le périsprit l'enregistre
et le répercutent au corps. Il s'agit pour eux, pour nous, de traiter la cause plutôt que de soigner l'effet, la cause étant principalement spirituelle. Il s'agit aussi de considérer l'esprit humain comme moteur de ses dérèglements et moteur de sa possible guérison. Il s'agit aussi de considérer le périsprit comme élément essentiel dans l'origine de toute manifestation maladive au niveau du corps, et que tout thérapeute doit agir en gravité, en conscience, par amour. Et le point de vue physique ne s'observe pas de la même façon que le point de vue chimique. Et donc on en est là. Alors certains ont une approche très intéressante à une époque qui a été balayée, et ça rejoint le point de vue spirit que vient de développer Geoffrey, qui est le point de vue de la notion mémorisante. Alors c'était des études qui ont été faites sur la mémoire de l'eau. Est-ce que l'eau conserve la trace de quelque chose? De notre point de vue, la réponse est oui. Donc nous ne pouvons que encourager les scientifiques de se pencher sur cette observation, puisque, comme le dit très justement Alan Kardec, si je vois un effet, c'est qu'il y a une cause. Donc si je vois un effet thérapeutique utile pour l'intéressé, d'accord, il y a l'effet placebo, mais il n'y a pas que l'effet placebo. Où est la cause? Nous avons répondu à votre question. Il y a aussi la magnétisation de l'eau. La magnétisation de l'eau. Oui. Là-dessus, nous sommes sur le point de vue de l'énergie magnétique, donc du magnétisme que comporte telle ou telle personne, comme il a été expliqué dans le film, qui est une énergie supplémentaire qu'ont certains individus. Ils se la connaissent ou ils ne se la connaissent pas, et va permettre de transmettre cette énergie. On va transmettre l'énergie à un patient, soigner quelqu'un, mais on peut aussi transmettre cette énergie à l'eau. On peut faire de l'eau magnétisée, qui a certaines vertus thérapeutiques, et ne serait-ce que pour le bien-être énergétique de sa propre personne ou de celle de son voisin. Ok, merci. Mon ressenti est particulièrement positif, puisque effectivement nous avons eu beaucoup de fréquentations, beaucoup de questions, d'interrogations. Effectivement, les gens se positionnent différemment aujourd'hui par rapport à la maladie, par rapport à la pathologie, tant du niveau du patient que souvent du thérapeute, puisqu'on a eu plusieurs visites de médecins, qu'ils soient médecins ou kinés, ou enfin voilà, du monde médical, avec une approche différente de l'individu, de la place de l'individu dans la société. Est-ce que nous sommes que matière? Est-ce que nous avons un esprit qui parfois influe la matière, influence la matière, soit positivement ou négativement? Alors le bilan est particulièrement positif. Alors ce qui m'a interpellé, c'est le sérieux des gens qui sont venus nous visiter, la recherche qu'ils ont pu faire. C'est vraiment interpellant, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas remarqué en tout cas dans ce forum-là, et je pense qu'on peut le constater de manière un peu plus globale, de recherche ou de questions plus mystiques. Voilà. Et j'ai trouvé que la recherche était réellement profonde, avec une curiosité et un appétit pour la découverte, ou affiner éventuellement leur connaissance. Alors ce que j'ai le plus aimé, c'est la diversité des échanges, c'est la diversité des profils. J'ai remarqué qu'il y avait une catégorie de jeunes, très intéressés, très intéressants, très engagés. Une catégorie aussi un peu plus âgée qui se pose effectivement des questions existentielles sur voilà, c'est quoi ma vie, qu'est-ce que je peux encore faire de mieux. Voilà, ça c'est quelque chose de fort sur ce week-end qui a été vraiment très présent. Vraiment cette harmonie des générations qui se sont croisées sur ce forum pendant ces 2 jours, dans un échange parfaitement harmonieux, où voilà, les gens échangeaient entre eux tout à fait naturellement, échangeaient leur point de vue, leur expérience. Voilà, ça c'était pour moi quelque chose de très révélateur encore sur ce forum. D'accord, eh bien, je te remercie beaucoup Christophe d'avoir répondu à mes questions. Merci. Donc on a remarqué depuis le début du XXe siècle de nombreux témoignages
à propos d'un retour de la conscience chez des personnes qui étaient sur le point de mourir. Et la plupart étaient atteintes de pathologies assez graves, du point de vue cognitif ou moteur. L'un des récits les plus énigmatiques et les plus impressionnants est celui d'Anna Katharina Emmer, qui a été publié par Michael Nahm et Bruce Grayson dans un article. Donc cette patiente était une patiente de l'institution psychiatrique d'Efata en Allemagne. C'est un cas clinique assez ancien. Et elle souffrait de déficiences mentales assez sévères suite à des crises de méningite durant son enfance. Et donc une partie de son cerveau avait été détruite, elle n'avait jamais eu accès à la parole. Donc l'un de ses médecins témoigne à l'époque, et il écrivait que Kat était l'une des patientes avec la déficience mentale la plus sévère de notre institution. Elle n'avait jamais appris à parler et n'avait jamais prêté attention à son environnement. Donc ils l'ont connue pendant des années, elle n'avait jamais parlé, jamais prêté attention, elle est restée dans son coin. Et finalement, quelques heures avant sa mort, cette patiente s'est mise à chanter. Et en présence de 2 témoins, de 2 médecins de l'époque. Et donc elle a chanté toute la journée des poèmes sur le paradis et la mort. Et les 2 témoins présents n'ont pas compris et ils témoignent. Un jour, j'ai été appelée par un collègue psychiatre m'indiquant que Kate était en train de mourir. Nous sommes entrés dans sa chambre sans en croire nos yeux. Kate était en train de chanter d'une voix claire, une chanson sur la mort qu'elle répéta près d'1 heure et demie avant de décéder. Tout comme moi et l'infirmière présente, le psychiatre en avait les larmes aux yeux. Donc aujourd'hui, ce phénomène est appelé la lucidité terminale et il est connu par une majorité de personnes, et notamment les soignants, mais de manière très informelle. Et donc il y a toute une gamme assez large d'expressions pour le définir. Donc on retrouve le mieux de la fin, la lumière avant la fin du tunnel, le regain d'énergie, le chant du cygne, le rebond, ou encore la lucidité paradoxale. Donc énormément de termes. Et il était encore négligé il y a quelques années dans les recherches, mais finalement ce phénomène est de plus en plus sujet à témoignage et apparaît dans de plus en plus d'articles, ainsi que dans des films et même des séries comme Grey's Anatomy. Ce qui m'a le plus interpellé déjà, c'est pouvoir voir un panel de personnes représentatives de la société humaine, c'est-à-dire d'un tas de professions différentes qui se réunissent autour d'un tronc commun, d'une idée directrice qui est le spiritisme, la survivance de l'âme. Et ça, c'est tout bonnement merveilleux parce que c'est vrai que quand on se retrouve en petit comité, c'est-à-dire entre spirites, on va dire que c'est peut-être un petit peu de l'entre-soi, mais lorsqu'on est confronté à un public aussi large, aussi divers, tant en questionnement qu'en réflexion, c'est là où ça nous apprend qu'est-ce qu'est l'individu, à nous rapprocher des uns des autres, et c'est le sens aussi du spiritisme, de pouvoir partager, diffuser, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai aimé à titre personnel dans cette journée, c'est de voir tout le panel de ce que peut apporter le spiritisme. Je veux dire, quand on rentre dans cette salle, la première chose qui nous percute, c'est de voir les œuvres médiumniques. Et donc effectivement, quand on parle de spiritisme, on parle de communication avec les esprits, de communication avec les morts. Et donc ça fait intervenir la médiumnité. Mais le spiritisme n'est pas que ça. Et souvent, on a un peu ce questionnement en disant comment fait-on pour être médium? Qu'est-ce qu'un médium? Alors que la médiumnité, c'est aussi, par exemple, la médiumnité artistique et qui est en vérité très peu abordée. Et là, déjà, on rentre dans cette salle, dans ce forum, et on a toutes ces œuvres diverses, picturales, des sculptures, des peintures. Déjà, ça nous ouvre un horizon assez divers. Ensuite, les conférences qui sont établies, qui ont été établies durant ces 2 jours, même si je ne suis venu qu'aujourd'hui, permettent d'avoir un autre panel, dans le sens où on va voir la thérapie. Donc effectivement, c'est
un autre thème entre une médiumnité dite guérissante, on va pas rentrer dans le détail, et des actions qui sont possibles pour tout à chacun, d'ordre magnétique, d'ordre radiesthésique. Voilà, c'est par exemple un élément. Et puis après on va encore plus loin dans une conférence, la conférence d'hier, la conférence d'aujourd'hui, qui nous permettent de découvrir notamment la conférence qui est à le titre assez exceptionnel de Karine Châtaignier, puisqu'elle revient depuis la naissance, en tout cas en France, du spiritisme jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle fait le lien d'Alan Kardec, des précurseurs, de la continuité de cette association qui est l'association Alan Kardec, jusqu'à la société d'aujourd'hui, telle qu'elle devrait être, telle qu'elle est, avec le tout entrecoupé de ce qu'on voit comme très peu d'incorporation. Si on va dans les conférences, qu'elles soient dans toutes les antennes en France, on voit quand même très peu d'incorporation. Et là, on avait droit à des incorporations, et ça nous montre un petit peu, à insister sur le côté sentiment, le côté émotionnel que peut générer une incorporation, une manifestation de ce type. Et c'est là où on se trouve devant l'extraordinaire, le possible, c'est tout simplement merveilleux. Eh bien écoute, sur ces 2 jours, je peux dire que ces 2 jours ont été quand même pleinement vécus. Parce que déjà avec l'abondance des visiteurs et puis la première conférence le samedi après-midi qui m'a beaucoup intéressée, même si on pense avoir des connaissances sur Alan Kardec, la vie d'Alan Kardec, mais on a toujours des choses à redécouvrir et à découvrir. Et puis cette conférence avec Karine et Jacques qui m'ont vraiment interpellée, et qui était tellement riche. Parce qu'on croit savoir, et puis en fait, on découvre qu'il faut. On est heureux de redécouvrir et de compléter. Et franchement, et puis le débat riche en questionnements, et puis ce que Jacques et Karine donnent à fond. Hein. Et là, je garderai un souvenir formidable. C'était une aventure. Parce que tel que le disait le père Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Il n'est pas concevable de se présenter face aux esprits, ni admissible de se dire spirit, en approuvant la peine capitale, en nourrissant des sentiments racistes, en ignorant la pauvreté, en approuvant, souvent par peur, les forces répressives au service des puissants de ce monde, en soutenant l'argent roi, car pour que la terre se spiritualise, il faut qu'elle s'humanise. Alan Kardec. Être spirit aujourd'hui, c'est avoir cette conscience, c'est prier, se réunir, établir des chaînes, entreprendre des missions de pensée. C'est donc une manière de vivre et de comprendre le monde qui nous entoure, et c'est simultanément une façon d'agir. Qui entre en contact avec les esprits ne le fait pas pour fuir ses responsabilités humaines et terrestres, peut-être même en prend-il davantage conscience. Que votre esprit soit un cœur, que votre cœur soit un don, et que ce don soit la paix. Lorsque nous aurons reconnu la terre aura grandi. Et pour que cette terre sur laquelle nous avons choisi de vivre grandisse, il faut de toute évidence dépasser le clocher de son église et entrevoir le monde sous toutes ses latitudes, en ses beautés comme en ses paradoxes. Nous allons passer au débat, vous allez poser vos questions, donner vos interventions auxquelles, avec Jacques, nous allons répondre. Est-ce que c'est un karma? Alors, le karma est une notion sur laquelle on est obligé souvent de répondre
déjà dans la mesure où il y a plusieurs façons d'aborder cette notion. Mais de façon générale, le karma, bouddhiste ou hindouiste ou d'Orient, signifie très souvent le fait d'être puni de vie en vie, d'avoir commis des fautes dans une vie et dans la vie suivante d'être obligé de réparer la faute, mais de la réparer par le crime. Vous avez tué dans une vie, vous serez tué dans la vie suivante. C'est souvent vu comme ça, une sorte de relation de cause à effet systématique où le mal va entraîner le mal. Ce que vous avez fait subir aux autres, vous le subirez à votre tour dans une vie suivante. Alors qu'en spiritisme, si on parle de relation de cause à effet, ça n'est pas à ce stade-là. C'est de dire que si nous avons eu un problème avec quelque ennemi pendant notre vie ici, dans la vie suivante, peut-être que l'on sera appelé à le retrouver à nouveau, cet ennemi, pour progressivement essayer d'en faire un ami. Voilà. Et que c'est une loi d'évolution, c'est une addition d'expérience pour aller de plus en plus vers l'harmonie, vers la concorde entre les individus. Je voulais revenir 2-3 questions en arrière. On a parlé de crémation, on a eu une explication sur la crémation. Mais moi, je voulais savoir ce qui se passait pour les personnes qui étaient victimes, qui mouraient dans des incendies, dont le corps était complètement carbonisé. Donc dans ce cas-là, le périsprit est complètement... Oui. Voilà. Donc qu'est-ce qui est fait dans l'au-delà pour aider ces êtres? Est-ce que le périsprit peut être complètement réparé avant la réincarnation? Et nous, à notre niveau terrien, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour aider à cette réparation? Alors il y a deux réponses possibles, et j'allais dire qui s'additionnent à votre question. C'est que les spirites qui sont informés, je ne sais pas, qui sont informés, on voit bien qu'il y a des accidents d'avion, et que le feu a envahi tout, qu'il y a des brûlés, que la mort est violente, et que ça a brûlé et consumé le corps comme le périsprit dans la rapidité des choses. Les spirites, soit-ils en France ou au Brésil, pour ce type d'action, agissent pour les libérer au moins du trou. Mais vous parlez du périsprit, et à juste titre. Ce périsprit va être endommagé. Il a été, il est, il sera encore des missions qui sont données à certains d'entre nous. Je ne vais pas parler de toutes les missions. On a tous d'autres missions au-delà de, comme je le disais, de notre diffusion, pour aider ces esprits avec des esprits qui, eux, dans l'au-delà, vont aussi apporter une énergie pour reconstruire progressivement ce périsprit, donc lui redonner les cellules, les remettre en vie. Est-ce que pour autant ce périsprit sera complètement réparé, c'est exactement le terme, mais pourquoi pas, ou recousu pour se réincarner? Peut-être pas toujours, il y aura peut-être besoin de plus de temps pour que ces personnes plurielles qui ont connu ce type de décès ne se réincarnent pas trop vite et ne véhiculent pas ce qu'on appelle des accidents de réincarnation. Alors je pense, non pas pour conclure, mais c'est presque une invitation, que plus la société, plus le monde sera spirit, plus d'action de part et d'autre, parce que vous serez parmi nous, et pourquoi pas, vont engager des missions de ce genre. Et là, on a une réponse à beaucoup de souffrances. Et évidemment, comme le disait M. Delanne tout à l'heure, avec toutes ces actions de pensée, parce qu'on s'occupe un peu de dire la mort, et puis après, souvent les gens disent, mais la mort, pourquoi on verra bien quand ça sera? Ben non, c'est pas aussi simple que ça. Eh bien, de plus en plus de spirites feront qu'on pourra agir à différents endroits pour toutes les souffrances sur Terre, mais qui se perpétuent dans l'au-delà. Donc là, il y a beaucoup d'esprits, parce que les esprits sont très actifs dans l'au-delà. C'est d'autant plus normal qu'ils ne sont pas le quotidien. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de travail. Donc ils n'ont qu'à penser, à s'instruire, à aimer, à apprendre aussi.
Et il y a donc beaucoup de missions astrales pour aider justement tous ces esprits qui ont eu des morts violentes et traumatisantes, et les aider à réparer leur périsprit, à les entourer aussi de pensées bienveillantes qui rassurent, parce que la réincarnation est incontournable à un moment ou à un autre. Il est évident que sur cette question, on pourrait dire qu'il y a quelquefois une responsabilité collective dans différentes formes de société un peu coercitives. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se suicident parce qu'il y a de mauvaises conditions de travail, etc. Il y a donc une responsabilité collective et sociétale. Mais la question que vous posez est quand même très fondamentale. Pourquoi? Parce que tous, d'hier à aujourd'hui, les esprits qui ont fait ce geste d'arrêter leur vie, parce que bien que les souffrances étaient sans doute insupportables pour ces hommes, ces femmes, voire ces adolescents, connaissent un trouble profond. Ce trouble, il est double, parce qu'il est l'addition du geste accompli qui est une atteinte à la vie, et dans le concept spirit plus absolu, nul n'a le droit d'atteindre à la vie, même si c'est à la sienne. Premier point. Et donc ça entraîne automatiquement un état de trouble, comme d'autres morts. Je peux dire quasiment qu'à 100%, 99,9%, sur ces 45 ans d'histoire et de messages reçus, nous avons connu des esprits qui se sont suicidés, sont beaucoup venus demander de l'aide et ont tous donné le même propos. Ensuite, ce sont souvent, et la plupart du temps, des esprits qui vont se réincarner très vite, plus vite que d'autres, parce qu'il faudra qu'ils rattrapent ce temps et qu'ils reviennent. Après, ce n'est pas une punition, nous sommes dans une évolution progressive, nous sommes encore des êtres inférieurs, notre société est inférieure. Je pense que le spiritisme nous montre quand même une loi à caractère divin qui est juste. Est-ce que les spirites sont plutôt du côté de Darwin que du côté du créationnisme? Ah. Bon, alors on finira là-dessus. Les spirites, mais depuis Allan Kardec, avaient épousé l'idée de l'évolutionnisme partant de Jean-Baptiste Lamarck, prolongé par Darwin et Alfred Russel Wallace, qu'il ne faut pas oublier, qui arrive en même temps que Darwin, qui fait les mêmes découvertes, mais qui, lui, est spirit. Donc, spiritualiste, il a fait, parce qu'en Angleterre, on dit spiritualiste, mais il a assisté à des séances spirites. Alors, par nécessité, par la force des choses, les spirites de l'époque étaient déjà évolutionnistes et avaient rejeté le créationnisme. Alors, donc, ça veut dire que les spirites étaient dans l'air du temps, pensés comme les scientifiques et les philosophes de l'époque et des grands intellectuels du XIXe siècle. Donc, les spirites ont toujours été de leur temps, très modernes, et en tout cas, on peut saluer Allan Kardec en parlant de ce sujet-là, parce que dans son livre « La Genèse selon le spiritisme », eh bien, déjà, il reprenait des idées qui étaient toutes nouvelles. Darwin venait de sortir son Origine des espèces. Allan Kardec avait probablement lu les travaux de Lamarck précédemment. Donc, il a eu toute possibilité, dans son livre, La Genèse selon le spiritisme, eh bien, de définir les théories de son époque et puis d'acquiescer à ces théories-là du point de vue spirituel. Globalement, je dirais c'était un super forum. Je suis pas déçue et à refaire. D'accord. Ah ouais, à refaire. Alors, je trouve que cet événement est plus que satisfaisant, il est même grandement réussi. Dans la mesure où on n'avait pas fait de forum depuis 9 ans,
Puis dans la période précédente, ça remonte aux années 90. Donc c'est très encourageant d'avoir réussi ce forum qui a été magnifiquement organisé par tout Nancy, tous les spirites de Nancy, et qu'à partir de là, ça devrait peut-être nous encourager, pourquoi pas, à envisager d'autres forums les années qui viennent. C'est une très bonne formule, et puis je crois que le public a été très satisfait dans l'ensemble pour avoir vu des vidéos sur tous les sujets, ont pu poser toutes leurs questions, donc c'est une belle réussite pour nous. Merci beaucoup, Jacques.